On va passer à notre dernière transition, la transition organisationnelle. Claire Bizet, vous êtes directrice le mouvement associatif Hauts-de-France. Vous serez la rapporteure des travaux qui ont été menés. 12 ateliers, 151 participants sur un sujet pour le moins aussi central que ceux qu'on a déjà abordés. Qu'est-ce que vous retenez des travaux qui ont été menés ? Bonjour à tous et à toutes déjà. Je vais essayer de me faire la rapportrice honnête des travaux. C'est pas toujours évident parce qu'on est toujours tenté d'aller sur les sujets qu'on porte. Alors néanmoins, je le dis, je vais essayer quand même de faire preuve d'honnêteté. Néanmoins, c'est pas évident de repasser aussi après l'ensemble des intervenants ici. Et puis de venir parler dans cet espace, alors que ça fait 15 ans que je travaille dans le monde associatif, il y a un certain nombre de choses que j'entends et que j'ai réentendues dans ces ateliers. Donc voilà, je m'excuse par avance, je vais peut-être rien dire de très neuf. Néanmoins, nos organisations de l'ESS reposent sur des ressources humaines qui mobilisent plusieurs statuts, le volontariat, le bénévolat, le salariat, et c'est caractérisé quand même, il faut le dire, par une très très grande j'arrive pas jamais. C'est très hétérogène. Donc voilà, on a des modes de gouvernance très hétérogènes, des modes d'organisation, puisqu'on est dans les transitions organisationnelles, très hétérogènes. Une fois qu'on a dit ça, on a quand même des grands principes qu'on va retrouver, des grands traits communs qui renvoient aux valeurs fondamentales de l'ESS, c'est-à-dire un principe de gouvernance démocratique, qui est aujourd'hui un enjeu, il me semble. Là, on parle de transition. On a un enjeu profond de transition démocratique parce qu'on a une défiance profonde aussi aujourd'hui vis-à-vis des institutions. Et on a cet enjeu de démocratie, on le voit, il est transversal, il rejoint les enjeux de transition écologique, de transition sociale. Donc voilà, nous, on s'appuie sur un principe de gouvernance démocratique avec sans doute un enjeu à associer aussi les usagers, les bénéficiaires, quel que soit le nom qu'on leur donne dans cette gouvernance, ce qui renvoie quand même à des modes d'organisation spécifiques qui font entrer en jeu du bénévolat, encore une fois, et du lien entre des bénévoles et des salariés à travailler. Donc ça, c'est un grand principe. Le deuxième grand principe est très commun des organisations de l'ESS, c'est de mettre en œuvre des actions d'utilité sociale. On a beaucoup parlé, et donc là aussi, c'est évidemment un enjeu sur nos organisations. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui face à percuté par un certain nombre de crises et d'évolutions qui vont percuter nos organisations et qui nous obligent à les faire évoluer. Peut-être, je mets de côté l'enjeu de transition écologique, on en a parlé, mais pour moi, il est aussi évidemment transversal et il percute aussi nos organisations, bien évidemment. Les enjeux de modèle socio-économique aussi. En tout cas, là, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est une crise des gouvernances. Alors, c'est un secret pour personne, hein, mais avec un fort enjeu de renouvellement, d'un côté, et de l'autre côté, peut-être une crise plus des vocations qui se traduit par des grosses difficultés de recrutement dans nos secteurs. Alors, dans le secteur social, dit aussi des métiers de l'humain qui sont beaucoup manifestés ces derniers temps, mais qui s'étend quand même à bien d'autres secteurs et qui constituent des enjeux forts. Sur la crise des gouvernances, elle est plutôt bien documentée. Alors redire quand même qu'il n'y a pas de crise du bénévolat, il y a vraiment plutôt une crise du bénévolat de gouvernance, même si on a des études récentes qui montrent que quand même la crise sanitaire a mis un coup à l'engagement bénévole et que certaines assos peinent à retrouver le niveau d'engagement. Pour autant, la volonté de s'engager, elle est toujours très forte, et elle est toujours très forte auprès des jeunes. Donc il faut aussi battre en brèche cette idée que les jeunes ne voudraient plus s'engager ou qui s'engageraient que de manière ponctuelle. On nous dit beaucoup l'engagement post-it, etc. Je pense qu'il faut qu'on dépasse ça et qu'on se dise, ça a été beaucoup dit, qu'il y a une quête de sens très très forte. Et moi je pense qu'au contraire, ce qu'on observe, ce qui a été dit aussi, c'est qu'on a une génération qui arrive, qui veut s'engager fortement, notamment sur les questions environnementales, on sait tous pourquoi, qui a conscience que c'est bien de trier ses déchets, mais ça ne va pas suffire à sauver la planète, et donc qui est en quête quand même d'un engagement un peu plus radical, qui produise véritablement des transformations sociales. Et ça, il faut qu'on le prenne en compte, je pense. Cette quête de sens, elle se retrouve aussi dans leur quête professionnelle. On veut un travail qui a du sens, mais dans un monde qui est aujourd'hui très incertain, quand on a le choix, on veut aussi ne pas forcément tout sacrifier à son travail. Si les jeunes sont en quête d'un travail qui a du sens, pourquoi est-ce qu'on a du mal à embaucher ?
Peut-être parce qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui entre ce qu'on demande, ce qu'on attend des salariés, ce qu'on est en capacité de leur proposer comme rémunération et comme conditions de travail. On a aussi un monde aujourd'hui qui est de plus en plus... nos secteurs, nos salariés se retrouvent de plus en plus dans des conflits de valeurs entre des injonctions à la rationalisation d'un côté et puis de l'autre des injonctions aux soins. Et c'est ça qui les motive, prendre soin des autres. Donc ces conflits de valeurs sont forts, ils ont toujours existé, mais ils sont de plus en plus forts et peut-être que nos organisations de travail sont de moins en moins protectrices. Donc c'est aussi ça qu'il faut qu'on bouge. Et après, sans être trop longue, juste redire quand même que pour nous, et c'est ce qui ressort, je pense, peut-être d'une méta-synthèse un peu qu'on pourrait faire de tous ces ateliers. On a beaucoup parlé de modèles socio-économiques et je m'en réjouis parce qu'on a évolué. Je suis plutôt positive parce qu'on parlait de modèle économique il y a encore quelques années. Même on entendait dire que certaines structures n'avaient pas de modèle économique. Bon. Alors ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas de modèle économique? Si, on a forcément une économie et un modèle économique. Et aujourd'hui, on parle de modèle socio-économique. Et donc ce modèle-là, pour nos organisations, il repose sur 3 piliers. Hein, ça a été bien documenté, notamment par la recherche. Un pilier autour des ressources humaines, j'en ai parlé. Un pilier autour des ressources économiques. Là aussi, grande hétérogénéité, selon qu'on fait appel plus ou moins à de l'économie de marché ou de l'économie de la redistribution. Et puis, il repose sur un 3e pilier qui est la capacité à travailler en coopération dans des écosystèmes partenariaux, à mobiliser des alliances. Ces 3 piliers sont interdépendants. Ça veut dire que quand on agit sur l'un, on agit sur les autres, en bien comme en mal. Donc ça, c'est plutôt à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. En tout cas, si on agit sur le pilier de l'organisation, on va aussi pouvoir agir sur l'économie et sur la capacité à créer des nouvelles coopérations. La transversalité, on va en parler justement tout à l'heure. Qui prend la main? Qui souhaite rebondir sur ces questions d'organisation? Peut-être Peggy et Robert, crise des gouvernances, c'est quelque chose que vous partagez? Claire a vraiment mis le doigt sur des points saillants et en effet, on est quand même dans un environnement avec une lourdeur aussi juridique et administrative. Et puis finalement, on parle aussi de transition intergénérationnelle. On le sait, dans nos gouvernances, énormément de personnes avancées dans l'âge, avec alors ils n'ont pas tous des cheveux gris, mais clairement, ils ont du temps à donner et les nouvelles générations qui arrivent font d'autres choix. Donc, mais il y a aussi cette interprétation du poids des responsabilités. Donc finalement, ça doit aussi passer par la formation des gouvernants, Claire l'a dit. En ce qui concerne aussi c'est ce côté un peu friable, on parle de fidélisation, que ce soit des bénévoles comme des salariés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus d'engagement de long terme dans l'exercice professionnel. Et c'est logique aussi. On parle de qualité de vie au travail, d'une nouvelle façon d'envisager l'engagement. Et alors, c'est pas finalement une question de passer moins de temps au travail. C'est simplement une question de faire des choix de vie. Et c'est essentiel, par le sens aussi. Donc, je pense que nos structures de l'ESS attirent encore beaucoup. Mais il y a des problématiques d'attractivité, des questions de rémunération. Et comme le coût de la vie augmente, forcément, il y a aussi d'autres enjeux avant de pouvoir épouser telle ou telle fonction. Donc il y a ça. Ensuite, au niveau organisationnel, moi, clairement, on l'a dit tout à l'heure, on a fait des choix de société dans les Hauts-de-France que d'aller vers un système à but non lucratif pour tout ce qui est champ du social, médico-social et de la petite enfance. Mais ce sont des secteurs qui se retrouvent parfois au bord de la route, je regarde Marie-Pierre, mais sur différents sujets, on les cumule, les petites difficultés, les grosses difficultés. Donc il faut beaucoup de résilience. On sait que c'est une terre résiliente, mais qu'à un moment donné, l'humain peut aussi fatiguer et s'épuiser. Et donc, de fait, pour la CRES et l'UDES, ce qui est important, c'est de pouvoir avancer ensemble, côte à côte, sur des sujets phares, notamment en termes d'attractivité, en termes d'organisation, en termes d'appui à la performance sur l'organisation. Et donc, il y aura des accords prochainement, au tout début 2024, sur ce partenariat. Et on a envie de créer du lien sur comment on recrute en ESS. C'est quoi travailler dans l'ESS? C'est quoi la marque employeur? C'est quoi un dialogue social de qualité avec le prisme de la transition écologique dans l'ESS? Et voilà. Et je pense que côte à côte, avec aussi d'autres partenaires, et le LMA était à nos
côtés pendant la gestion de crise, aux côtés de l'UDES et de la CRES. Je pense qu'il faut qu'on avance ensemble et pourquoi pas être porteur un peu d'espoir sur certains chemins à reprendre pour redynamiser. Puisqu'on y croit tous ici, hein, l'ESS n'est pas mort, hein, elle a que des idées, elle a que de l'ambition. Il faut juste qu'on ait une question, comme tu dis, de coopération efficace et puis ne pas avoir peur de l'efficience. Personne n'en a peur ici. Hein. On a tous été dans une autre vie capable d'entreprendre. Hein, et puis la place des femmes dans l'ESS aussi. Je pense qu'on l'oublie, mais il y a quand même aussi une envie d'entreprendre en ESS par ce prisme féminin. Et non pas dans une opposition à l'homme, mais faire ensemble. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Dans la diversité. Touraya Abdelatif, travailler sur la valorisation du travail dans les structures ESS. Oui, justement, l'idée, c'est, vous l'avez très bien dit, valoriser les compétences. Vous m'entendez ? Oui. Vous très bien dit, c'est le sujet de la gouvernance et de la démocratie. C'est-à-dire ça induit forcément une diversité au sein de la gouvernance, et notamment le genre, la féminisation des gouvernants, mais également le sujet de l'intergénérationnalité. Et les jeunes, il faut pouvoir, les jeunes, vous l'avez dit, les personnes qui partent en retraite ont du temps, donc ils investissent. Et les jeunes sont en train de construire leur avenir, en train de construire. Personnalité en train de construire leur force pour pouvoir se développer, que ce soit dans le champ de l'ESS ou ailleurs. Et en fait, ce qui est important, c'est à travers la porosité entre les différents mondes, c'est de permettre à cette jeunesse engagée, parce que la jeunesse est engagée, vous l'avez dit, différemment que nous l'avons été, nous, dans notre jeunesse. Mais en tout cas, la jeunesse reste considérablement engagée. Quand on fait une enquête, je prends au niveau des collégiens, on a 4 jeunes sur 5 qui veulent s'engager et qui ne savent pas comment s'engager. Et c'est important d'aller à la source, de pouvoir valoriser, de reconnaître et de favoriser l'engagement. Et là, nous travaillons avec un réseau d'acteurs pour faire vivre le nouveau code de l'éducation aussi, pour faire en sorte de sensibiliser le milieu éducatif, les jeunes sur le temps scolaire, à la vie associative et à l'engagement. Et nous travaillons sur des parcours de reconnaissance de l'engagement, donc un enseignement explicite et valorisant de l'engagement, de manière à ce que aujourd'hui, dans le système scolaire, on reconnaît l'engagement uniquement au moment de Parcoursup, quand le professeur coche une case en disant cet élève est engagé. Mais en fait, souvent, c'est les jeunes qui sont déjà engagés dans les instances démocratiques des établissements. Et en fait, c'est souvent des jeunes qui savent très bien parler et qui sont plutôt des jeunes qui sont plutôt issus de familles favorisées et donc qui sont habitués à communiquer, à parler. Donc là, l'idée, c'est vraiment de démocratiser l'engagement, de le rendre accessible à tous et de valoriser ses parcours. Mais d'autre part, quand on n'est pas à l'école, quand on est en dehors de l'école et quand on est engagé, on a également besoin d'une reconnaissance. Aujourd'hui, les métiers de l'engagement, je parle des métiers de l'engagement, bénéficient de diplomation, de CQP, de certification qui pourraient être mobilisées dans le cadre de la VAE, puisque vous savez qu'aujourd'hui, nos métiers sont ceux qui sont les rendus accessibles par une voie d'accessibilité plus forte avec la réforme de la VAE. Et donc, c'est aussi une opportunité pour des jeunes qui s'engagent de badger, de valider des blocs de compétences et de permettre de construire ainsi une certification. C'est-à-dire qu'on est dans... Vous l'avez dit, c'est pas insultant de dire qu'on s'engage, qu'on est bénévole, qu'on fait ça parce que ça a du sens, parce qu'on veut changer la société, parce qu'on veut répondre à des enjeux sociétaux forts, mais en même temps, ça nous permet, nous, de reconnaître, et reconnaître, c'est aussi dire à l'autre, c'est aussi en termes d'estime de soi extrêmement important. Donc nous travaillons justement sur la manière dont on peut reconnaître les compétences développées par les bénévoles et cet engagement par des CQP, par des certifications, par des voies de diplomation qui se construisent. Et ça permet aux jeunes, vous l'avez dit, qui ne s'engagent plus aujourd'hui de manière sur le long terme. Ils veulent des choses qui font sens et souvent on voit une forme de... ce qu'on peut apparaître une forme de versatilité. Et justement, c'est à nous de tracer pour leur permettre de changer d'engagement, parce que les engagements sont pléthoriques, mais partout de garder cette ligne directrice d'engagement. Donc c'était un sujet sur lequel nous travaillons et nous sommes extrêmement engagés auprès de la CRES et du mouvement associatif. Et oui, c'est avec ce temps long aussi qu'on acquiert les compétences dont vous parliez tout à l'heure. Marie-Noëlle Delair, attractivité des métiers, changement de gouvernance, c'est des choses aussi auxquelles vous êtes confrontés tous les jours avec ces structures qui doivent se renouveler à l'aune de ces transitions ? Oui, beaucoup de questions effectivement dans les ateliers autour des transitions organisationnelles.
ce qui peut se comprendre. Et d'ailleurs, je dirais qu'elles ne sont pas propres à l'ESS. On rencontre ça dans beaucoup de secteurs aujourd'hui. Donc, parmi les leviers amplifiés, les échanges collectifs, il en a été beaucoup question, les partages de pratiques entre les structures de l'ESS, une mutualisation de moyens, de ressources humaines envisagées aussi, de projets, et puis bien les freins qui existent comme partout en matière de gestion de ressources humaines. J'ai relevé quelques freins que vous aviez évoqués, la conduite du changement également, qui ont été évoqués dans les ateliers. Bien faire aussi des questions autour du renouvellement des gouvernances et de l'anticipation des départs dans les équipes salariées, un sujet prioritaire dans les dispositifs d'accompagnement soutenu. On parlera de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il faut anticiper ces départs autant que faire se peut. Sensibiliser les acteurs à ces questions en encourageant davantage les actions collectives et accompagner vraiment les réflexions autour des mutualisations, ce qui est d'ailleurs l'un des axes du SRDE2I. Échanger avec d'autres structures, mise en réseau, mutualisation de moyens, recrutement partagé, groupement d'employeurs, les GEC. Ça peut être une partie des solutions. Et je conclurai en disant, pour l'attractivité, mieux dire ce que l'on fait et mieux communiquer. Merci. Vous souhaitiez rebondir peut-être ? Là, j'étais juste sur les constats, donc je voulais aller sur les leviers, les freins, puisque c'était la commande. Sur les leviers, encore en regardant les choses sur les deux aspects, du côté des gouvernances et du côté plutôt du rapport au travail, et puis aussi en disant que il y a des leviers qu'on peut identifier qui sont plutôt à la main des structures et des leviers qui sont plutôt à la main des partenaires, même si on est évidemment, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, tous mobilisés sur ces enjeux-là. Du côté des gouvernances, aujourd'hui on a une étude qui montre que près de 90% des gouvernances associatives reposent sur le trio classique président. Alors je dis bien président parce qu'aux 2/3, ce sont quand même encore des fonctions assurées par des hommes. Secrétaire, trésorier. Bon, ce qui veut quand même dire qu'il y a 10% de ces associations qui expérimentent d'autres types de gouvernance, des coprésidences, des présidences tournantes, des présidences plus collégiales. Donc ça, c'est un vrai levier, parce qu'il y a quand même une crainte à s'engager dans une gouvernance associative. On pense que c'est lourd, que ce sont des responsabilités. Donc le fait d'expérimenter d'autres types de gouvernance, ça, c'est plutôt un levier intéressant. Nous, on dit toujours, pour renouveler les gouvernances, il faut aller chercher les publics qui ne sont pas aujourd'hui dans nos gouvernances. Donc c'est simple, il faut aller chercher les publics féminins, il faut aller chercher aussi, renforcer la mixité sociale dans nos associations. Il faut travailler sur cette question de comment on est plus inclusif. Et c'est là où on va pouvoir à la fois être plus vertueux, plus éthique, rejoindre notre enjeu de démocratie et en même temps renouveler véritablement nos gouvernances. Donc ça veut dire aller chercher ces publics, ça veut dire se mettre dans une démarche proactive d'analyse de nos pratiques. Pour ça, il y a des outils qui existent. Il y a le guide des bonnes pratiques de l'ESS qui permet de faire une analyse. Nous, on a développé un outil qui s'appelle l'Inclusiscore. Donc, l'idée, c'est pas tant de se juger, mais plutôt de partager déjà cette analyse entre nous avec la gouvernance. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait cette analyse, se mettre en ordre de marche pour mettre les actions en place, pour être plus ouvert, plus accueillant, plus proactif, plus accompagnant avec ces publics-là. Comment les partenaires peuvent accompagner, vous l'avez très bien dit, en favorisant ces actions collectives. Là, l'atelier sur lequel je m'appuie notamment a été mis en place dans le cadre d'un DLA collectif, donc qui a permis à des associations, majoritairement des associations, d'échanger sur leurs problématiques, leurs pratiques, de trouver des solutions ensemble. Elles se rendent compte qu'elles en ont en fait quand on les amène à réfléchir ensemble. Donc continuer à soutenir les dispositifs d'accompagnement, les actions collectives. Peut-être qu'on se mette... qu'on se dise qu'on a une vraie action stratégique à porter sur cette question de du renouvellement des gouvernances et qu'on travaille nos moyens ensemble. Moi, je pense qu'il y a un gros enjeu aussi à mieux financer des actions de recherche. Là, on a la CARSAT, par exemple, qui a financé un travail de recherche sur les parcours d'engagement bénévole. Qu'est-ce qui est levier, qu'est-ce qui est frein ? Jean-Michel disait tout à l'heure, on a un droit à l'expérimentation, mais pas un droit à l'approximation.
je suis assez approximative d'ailleurs de mon point. Et donc je pense que voilà, si on arrivait à débloquer les moyens qui sont débloqués aujourd'hui sur l'innovation technologique, sur les questions d'innovation sociale, on aurait là aussi un gros levier pour aller travailler ces enjeux de fond sur l'emploi, sur les gouvernances. Je ne vais pas être trop longue, mais sur les freins, je vais revenir sur un de mes sujets favoris, qui est la question des appels à projets. On a quand même aujourd'hui, depuis 20 ans, un mode de financement de l'action associative par appel à projet qui est quand même prédominant et qui a un effet quand même assez délétère, à la fois un effet d'usure sur les bénévoles et sur les salariés, parce que c'est beaucoup de bureaucratie, un effet d'usure et de perte de sens aussi, parce que du coup c'est un peu la course au projet, on en oublie le sens de notre travail, le sens de notre projet. Et puis, voilà, qui génère aussi quand même beaucoup de bureaucratie, y compris chez nos partenaires, pour gérer tout ça. Donc, ces financements appel à projet, moi je suis quand même un peu optimiste, parce que même ça fait 20 ans qu'on dit ça. Récemment, la Fondation de France qu'on a rencontrée nous a dit on va revoir complètement nos cadres de financement. Et effectivement, ce mode d'appel à projet, on se rend compte qu'il n'est pas vraiment très opérant et qu'il ne répond pas vraiment aux enjeux de société qu'on a envie de travailler. On a beaucoup parlé de France Stratégie. Dans le dernier rapport de France Stratégie, quelqu'un est venu l'autre jour dans un séminaire organisé par la chaire ESS nous expliquer que tout d'un coup, il s'était rendu compte que les appels à projets, ça générait de la concurrence et pas de la coopération. Et donc, je me réjouis qu'aujourd'hui, la cellule prospective de l'État nous dise mais peut-être il faut qu'on réfléchisse à d'autres modes. Donc, je pense qu'il y a une réflexion là qui est en train d'émerger. C'est tant mieux. Et nous, on est prêts à accompagner cette réflexion. Parce que les cadres d'appel à projet peuvent être beaucoup moins maltraitants pour les acteurs. Pour peu qu'on se mette autour de la table ensemble, comme le font certaines collectivités, en ce moment le Conseil départemental de la Somme, on travaille ensemble avec la CRES, l'Institut Gaudin, le mouvement associatif et d'autres, pour réfléchir avec ce Conseil départemental à quel cadre d'appel à projet on met en place qui soit plus facilitant pour les acteurs et en même temps répondre aux contraintes de la collectivité. Donc ça, c'est un vrai levier. Voilà, se mettre autour de la table, travailler sur ces cadres. Je pense que et j'ai envie de dire, en termes de bonnes pratiques, c'est un peu de sortir de nos cadres de pensée, de nos habitudes. On a tendance à reproduire les mêmes cadres de gouvernance, les mêmes cadres de travail. Et je pense qu'on est capable d'être beaucoup plus créatif que ça. Et sortir du triptyque président, trésorier, secrétaire. Je pense qu'on en est capable aussi.